Le Morio de Patrick Sintas. 10 jours pour être exact, après la tentative d'assassinat, alors attribuée à Juan Comala, d'emblée et dans l'attente d'une enquête qui allait confirmer les intuitions de Franco Cerco et convaincre les juges de la procédure pénale. Il y eut cette formidable explosion en plein milieu du désert de Tabernas. Heureusement Clint Eastwood ne s'y trouvait pas, occupé à tourner un inspecteur Harry en un autre endroit de ce monde. Un champignon, de la taille de 100 cathédrales, s'était planté dans le sable, et la roche et le vent, qui y avaient pris racine, s'étaient répandus en ondes dans toute la contrée, détruisant tout sur son passage. Épaulé par le feu qui avait procédé à une réduction systématique des choses et des êtres à la cendre, qui est la poussière dont parle si clairement je ne sais plus quel prophète. Ah, cette fois la presse n'avait pas ménagé son désir de prendre la place de l'imagination. Quoique perçassent ici ou là des évidences de propagande qui ont limité la portée subliminale, reconnaissons-le. Il en est question ici, dans le chapitre intitulé « Dernière divination avant disparition », que vous avez lu avant même que le présent chapitre naisse de ma plume toujours soumise à l'épreuve de la cohérence due à toute bonne narration. Bref, l'explosion atomique de Tabernas, comme elle s'intitulait désormais, le désert, ni les studios, ni même Clint Eastwood, n'y étaient associés, eut lieu 10 jours après que Juan Comala n'avait pas tenté d'ôter la vie à ce pauvre Alfred Tulip, qui ne devait pas s'en remettre. Que Juan Comala fût coupable ou pas, il devait s'en moquer éperdument dans son asile, bien sûr. Je reconnais que cet événement extraordinaire, qui s'ajoutait aux 2 précédentes attaques nucléaires, n'a rien à voir avec ce que je raconte ici. Mais la suite de mon récit, sans chercher à vous prouver le contraire, me donnera tout de même un peu raison d'en parler, même si ce n'est pas le bon endroit. Je veux dire au moment où l'inspecteur Franco Cerco s'apprêtait à reconnaître l'existence d'un 5e verre, alors que plus haut il s'éloigne, déjà passablement ivre de la terrasse, prenant la direction du port, dans l'intention d'y flâner un peu, avant de subir les sarcasmes de ses collègues, ou en tout cas d'en deviner et d'en ressentir les effets sur sa conscience à la dérive. Non, Franco n'avait pas quitté sa confortable chaise ni l'ombre du parasol, et ses coudes ne s'appuyaient pas nonchalamment sur le guéridon, occupé non seulement par le journal plié et replié jusqu'à ne plus ressembler à un journal, mais aussi par 4 sous-verres et un verre encore plein qui rutilait, comme par hasard, dans un rayon de soleil qui avait trouvé son chemin à travers les parasols, lesquels formaient autant de champignons. Tabernas et son désert avaient disparu ainsi, ou plutôt ce qu'il en restait avait été mis sous surveillance stricte des équipes chargées soit de remettre de l'ordre dans cette nature ainsi violée, soit d'empêcher que la curiosité légitime de la nation, toujours en lutte intestinale avec son État, n'y augmente un désordre qu'on ne pouvait imaginer qu'en regardant des photographies d'Hiroshima. Car aucun document ne circulait sur la tragédie nucléaire de Tabernas, sauf à propos de ses accessoires. Seule matière à laquelle la presse déclarait, non sans irritation, avoir accès. Ainsi 10 ans s'étaient passés. Et si l'événement historique, par sa nature nucléaire, était loin d'être oublié, en tout cas la presse n'y consacrait plus que de rares évocations, qui n'étaient pas des nouvelles, au sens où on entend qu'il est impossible pour un esprit sain que plus rien ne se passe dans ce désert, et que la tragédie soit en voie de dénouement, heureux en cas de comédie, les personnes de raisonnable ne songeaient à ce bonheur retrouvé. La presse, la presse, la presse. Franco rageait dans son immobilité due à une réaction cérébrale, dont il méconnaissait la nature, mais qu'il avait souvent inspiré à son cerveau, car son existence n'avait pas manqué de raison de s'adonner à des abus cependant autorisés par la loi. Il n'avait jamais expérimenté les substances interdites, sauf chez le dentiste,
et une fois sur la table d'opération à cause d'un foie qui lui jouait des tours. Certes, il ne reprochait pas à la presse ses oublis au sujet de Tabernas et de sa bombe. Le public pouvait se passer de nouvelles mieux documentées, voire véridiques. Il avait assez d'imagination et d'intelligence pour ça, mais ne rien dire, absolument rien. Au sujet de Tamara et de Lorenzo, Ramirez Lara, voilà qui constituait un manquement au devoir de vérité, sans quoi la presse n'est plus qu'un torchon bon à obstruer les mondes. Juan Comala est libre. Mais pas seulement. Le fameux inspecteur Franco Cerco, dit le bossu par ceux qui l'aiment bien, et d'autres choses pour ceux qui lui en veulent, avec ou sans raison, comme Juan Comala expédié en prison à la suite d'une enquête bâclée, et peut-être même faussée. Mais peut-on soupçonner un inspecteur de saboter son travail uniquement par incompétence? 10 ans après la proclamation de cette injustice, qu'on ne doit qu'à lui, insistons, n'est-il pas légitime de se demander si l'inspecteur Franco Cerco, répétons à l'envi son nom pour que la mémoire le grave au bon endroit, dans la bolge des « Ah, laissons à la justice le soin de la désigner, cette fois sans erreur », si l'inspecteur Franco Cerco n'avait pas quelque intérêt à accuser Juan Comala d'un crime qu'il n'avait manifestement pas commis, comme le prouve la suite de cet article. Franco avait arrêté là sa lecture. Inutile d'aller plus loin, ce que nous ferons plus bas, afin de ne rien laisser au hasard. Les images d'Hiroshima dévastées à la fois par la tyrannie des uns et la cruauté des autres revenaient au milieu des phosphènes, car Franco tenait ses yeux clos, paupières crispées et le nez retroussé d'en dehors, ce qui en épouvantait plus d'un, et le barman Frasco, en fit les frais. Lui qui avait provoqué cette situation, motivé par un désir de vengeance, qui n'était cependant rien à côté de celui de Juan Comala, devait éprouver en ce moment même. Comment croire un seul instant que ce flic n'était pas en train d'y penser? Il avait l'air, ainsi, ratatiné sur sa chaise, de vivre ce moment, le moment où il se trouverait face à Juan Comala, ce qui devait arriver tôt ou tard, et c'était sans doute plus tôt qu'on pouvait se le dire, en pleine conversation romanesque avec les autres. Car les romans naissent tous de ce que ces conversations inspirent à l'auteur, soit dit en passant. Il n'y a rien comme le désir pour changer la trajectoire des fusées de l'existence. Vous pensez assister à un feu d'artifice inondant le ciel de la nuit de ces combustions métalliques, fêtant avec les autres vos semblables, la Constitution ou la victoire. Et voilà que le désir de l'un de ceux qui vous accompagnent de près ou de loin détourne la trajectoire. Et la fusée vous arrive en pleine gueule, comme si vous aviez ouvert la bouche. Parce que vous saviez que ça finirait par arriver, les mouches s'étant posées sur d'autres joues. Vous avez beau dire, mais le remords n'est pas un virus. C'est un changement, une modification de ce que vous êtes, sans intervention extérieure. Vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive, et vous le savez. Enfin, c'est ce que le barman supputait, en recevant les plaintes des clients, qui ne voulaient pas voir un homme s'adonner à son vice, et Frasco leur promit, tour à tour, aux habitués comme aux autres, forestateros et estrangeros, qu'il n'y aurait pas de 6e verre. Il aimait satisfaire sa clientèle, sans distinction d'origine, et maintenant il attendait le moment de passer un coup de fil à Miguel Angel, qui était un journaliste de sa connaissance. Une intense satisfaction l'envahit, comme s'il était en train d'éjaculer, et que le plaisir prenait le temps d'expliquer le phénomène. Un œil mi-clos, Franco évaluait non sans angoisse la situation dans laquelle il s'était mis, à cause des autres, y compris ce maudit barman qui avait la réputation de posséder entre les jambes un engin digne des festins de Trimalcion. Il ne s'en serait pas tiré à si bon compte autrement, mais la presse n'en avait pas parlé et n'en parlerait jamais. La presse se nourrit de ses silences. Elle ne renaît de ses silences qu'à l'occasion d'épiphénomènes dont le romanesque promet
des feuilletons à suivre sans garantir la moralité de leurs conclusions, si jamais ils trouvaient à se terminer. Or, voici que Juan Comala est en cavale. Caramba, 6 mois à peine après son incarcération définitive, voilà-t-il pas que l'assassin en puissance, ainsi avait-il été jugé par le tribunal, Juan Comala, trouve le moyen de sauter le mur, pourtant haut en couleur, de la prison d'Acebouche. Comme je vous le dis, et la presse, tenue à l'écart de l'enquête en cours, avec ou sans assentiment, se déchaîne littéralement sur 5 colonnes et se répand en articles, tous plus propices au colportage le moins documenté qu'on puisse imaginer quand on est flic et qu'on a l'intention de le rester malgré quelques incartades de bien vite pardonnées en confession. Aussitôt informé des faits par le journal qui avait atterri sur son bureau, Franco Cerco, l'esprit encore tout frais du procès, qui avait vu son enquête récompensée par la justice, sauta non moins littéralement par la fenêtre pour se rendre à Acebouche et demander des explications à ce crétin de Cervantes Cintas, qui d'ailleurs n'en était pas à sa première négligence professionnelle. Il en avait laissé échapper bien d'autres, et pas des meilleurs. Encore quelques collusions à couvrir de son nombre propre. Franco Cerco ne tarda pas à pénétrer dans les lieux, par la grande porte, et Cervantes Cintas, qui se prénommait Miguel, le reçut avec des cigares apportés de la Havane et un verre de tequila qui disait son nom. L'entretien ne tourna pas au vinaigre, comme on pouvait s'y attendre. Au contraire, cette amitié s'en trouva renforcée. On ne sait pas pourquoi ni comment. Pourtant, Franco n'avait pas la réputation de pratiquer d'autres mœurs que celles que la religion reconnaît comme celles à satisfaire les exigences de Dieu. Alors que Miguel ne pouvait plus rien pour dire le contraire de ce qui se disait à propos de celles qu'il pratiquait pourtant avec la discrétion qui s'impose à tout fonctionnaire, en l'occurrence un employé de l'administration centrale. Enfin, on vit, le journaliste vit, l'inspecteur sortit de la prison, toujours par la grande porte, à bord de sa suite officielle, le Volkswagen rugissant dans la poussière qui environnait tant d'oliviers sauvages. Il faut dire qu'à cette époque-là, tout le monde était convaincu que Juan Comala était coupable, même si on avait déjà oublié Alfred Tulip et que personne ne s'intéressa au sort de cette victime de circonstances, qui étaient d'ailleurs les seules à apparaître clairement aux yeux de tout le monde. Cerco sur la piste. Laquelle? Miguel Angel ne le disait pas. Il écrivait seulement que l'inspecteur Franco Cerco était à la poursuite de Juan Comala, et comme celui-ci, simple ouvrier originaire d'un obscur hameau jouxtant le désert de Tabernas, aujourd'hui rasé et interdit de séjour par une garde nationale capable de vous tirer dessus, si jamais vous tentiez d'aller jeter un coup d'œil sur les dégâts provoqués par la bombe, n'avait aucun point de chute en perspective. L'inspecteur avait estimé que sa tâche ne serait pas aussi difficile que celle qui l'avait conduit à prouver que Juan Comala était coupable. La presse ne parlait pas non plus, à cette époque-là, des possibles relations que l'inspecteur pouvait entretenir avec celle qui était la cause de tout ce malheur. Cet émigré, qui avait l'air bien joli, en tout cas sur la photo, seulement voilà. Juan Comala ne s'est pas évadé seul, écrivait Miguel Angel. Il avait un complice. Vous ne devinerez jamais, cher lecteur assidu de la Voz de Almeria, dont je suis un des porte-plumes, comme vous le savez depuis des années, de qui il s'agit. Pas moins que l'ex-compagnon de l'émigré en question, un déserteur de l'armée ukrainienne, emprisonné chez nous, pour avoir lâchement assassiné un innocent qui prétendait le livrer aux autorités diplomatiques de son pays. Il purge lui aussi une peine de 30 années de réclusion, du moins jusqu'à l'heure où je vous parle, car les deux assassins sont actuellement en cavale, et si Juan Comala est sans ressources, on ne sait pas si son complice n'en a pas, car il a bien fallu qu'il en ait de solidement pensé s'il est parvenu à fausser compagnie à ses frères d'armes. L'inspecteur Franco Cerco, n'étant pas disponible en ce moment pour un entretien, pour cause de poursuite, nous le recherchons activement, avec les moyens qui sont les nôtres, lesquels sont par nature différents de ceux dont font usage les services de police, sans doute plus compétents et mieux informés que nous. Ma tâche s'annonce difficile, mais, cher lecteur, faites-moi confiance, j'en saurai bientôt plus que Franco Cerco
et dans pas longtemps.